Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire de livres. Je m'appelle Marie Brassard. Je suis animatrice bénévole pour la télé communautaire et c'est avec un grand plaisir que je vous fais partager aujourd'hui encore ma grande passion pour les livres et les personnes qui les écrivent. Alors, j'ai avec moi aujourd'hui, pour cette émission qu'on veut festive, qui va se dérouler un peu dans l'ambiance de la période des fêtes qui s'amorce. À mes côtés, donc, à ma droite, Madame Louise Bacon, qui est l'auteure d'un tout nouveau livre qui vient de sortir, qui s'intitule « Manger sans danger ». Bonjour, Louise. Bonjour. J'ai aussi avec moi Gisèle Prévost. Gisèle est l'auteure du livre « 60 jours à Paris en slow travel ». Alors, bonjour. Bonjour. Et ma troisième invitée, et non la moindre, est Madame Louise Poulain, auteure. Bonjour. Et aussi libraire. Avec grand plaisir, nous allons aujourd'hui prendre connaissance des 3 livres que vous avez publiés et déguster votre suggestion de livres cadeaux pour Noël. Oui, certainement. Alors, nous allons amorcer cette rencontre parce que la période des fêtes, vous le savez, c'est une période où on a le souci de faire plaisir aux gens qu'on aime. Et un livre est sans aucun doute l'objet le plus précieux qu'on puisse proposer à quelqu'un en guise de cadeau de Noël. Parce que c'est un objet qui est personnel, parce qu'il va durer dans le temps, parce qu'il sera toujours un lien entre celui qui l'offre et celui qui le reçoit. C'est donc une façon de cultiver l'amitié et les relations approfondies que de penser à offrir un livre. Et parmi tous les livres qu'on retrouve maintenant sur les comptoirs des librairies, qu'on retrouve parfois sur Internet, qu'on peut se procurer après l'avoir lu aussi en bibliothèque, il y a des livres qui sont tout frais sortis du four, comme des bons petits biscuits maison qu'on respire dans le temps des fêtes. Et c'est le cas du livre que nous présente aujourd'hui Louise Bacon. Bonjour. Louise, parlez-moi un peu de ce projet de livre qui vient tout juste de voir le jour. C'est Manger sans danger, qui a vu le jour assez facilement, parce qu'un éditeur de Gaston Désiel m'a demandé, étant donné que je fais beaucoup d'allergies, si je pouvais mettre mes recettes sur papier. Ce que j'ai fait, ça a pris 9 mois. Puis après la mise en page et tout ça, on a mis ça en œuvre. C'est mon petit bébé. Et la particularité de ce livre, c'est qu'il s'adresse à des gens qui sont à problème, des gens qui ont de la difficulté à cuisiner parce que allergiques. Pas de la difficulté à cuisiner, mais de la difficulté à consommer certains aliments, comme les noix, les arachides, les poissons, les fruits de mer. Donc, le livre n'en contient pas aucun de ces éléments-là. Et en plus, tout a été testé aux cuisines collectives. Il n'y a pas de sel dans les recettes. Exceptionnellement, dans les desserts, une infime quantité, une petite pincée. C'est une question de goût. Et cuisiner avec de l'huile canola, une huile santé, et de la margarine non hydrogénée à l'huile de canola. Ah, bien, c'est magnifique! Ça rejoint les personnes allergiques et aussi un besoin pour la santé. Et pendant la période des fêtes, souvent, nous avons à accueillir des gens et de plus en plus, il est de mise de demander aux gens, bien, est-ce que tu as des allergies alimentaires? Exactement. Alors, dans la variété de recettes que vous nous présentez, qu'est-ce qu'on va retrouver? Vous allez retrouver des soupes, des salades, des viandes, des confiseries, des desserts, des marinades et des accompagnements. Donc, c'est pas monotone, là, la cuisine sans allergènes. Non, non, non. On peut préparer des repas gastronomiques tout en étant sécuritaire pour les personnes qui sont allergiques. J'ai même apporté des petits biscuits de Tante Rosa qui n'a aucun élément dont le livre parle contre les allergies, mais qui sont délicieux. Ah, c'est bien. J'ai constaté en le feuilletant tout à l'heure qu'on retrouve des recettes très modernes, très actuelles, mais on en retrouve aussi qui viennent de notre patrimoine culinaire, là, de nos grands-mères. Exactement, parce que je fais tous les salons du livre, donc je vois beaucoup de gens. Je côtoie beaucoup de personnes et quand j'ai parlé de mon livre, ils ont eu la gentillesse de me faire partager les recettes qui se promènent d'une génération à l'autre, que j'ai intégrées dans mon livre.
Alors, c'est un cadeau qu'on peut se faire à soi-même. Exactement. Mais c'est aussi un cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un qui a peut-être un problème relié à la façon de gérer la cuisine. Exactement. Puis disons que pour n'importe qui, c'est un beau cadeau parce que même les recettes anciennes, au goût du jour, c'est merveilleux. Alors, on a de quoi faire bombance pendant la période des fêtes en utilisant votre livre de recettes. Oui. Maintenant, comme il est tout frais sorti du four, exact. On ne pourra pas le retrouver en librairie avant février. Exactement. Alors, pour le moment, les gens qui voudraient se le procurer, est-ce qu'on a un numéro de téléphone? Oui, dans le 450-755-8479. Et on a un site Internet, dictomanie.com. Ah, alors les gens n'ont aucune raison de ne pas se le procurer. Si le sujet les interpelle, exact. Si évidemment ils ont l'idée de faire un petit cadeau très personnel à quelqu'un, j'imagine qu'il y aura un service de livraison très personnalisé. Très personnalisé, très rapide. Mm-hmm. Et sur ça, on va souhaiter à tout le monde bon préparatif du temps des fêtes. Exactement. Et bon appétit. Oh oui. On dit souvent, c'est une parole que moi j'ai retenue de Léonard de Vinci qui dit la simplicité, c'est le raffinement suprême. Exact. Alors, dans notre façon de faire la cuisine, ça se reflète sûrement. Merci, Louise. Bienvenue. Reste avec nous parce que maintenant, nous allons aller rencontrer une personne qui est aussi très spéciale. Et j'ai le plaisir de m'entretenir maintenant avec Mme Gisèle Prévost. Bonjour, Marie. Bonjour. Gisèle, toi, tu nous présentes un livre qui a une âme. Ah oui. Veux-tu nous parler de l'expérience de ce livre? Oui, avec plaisir. Quand j'ai pris ma retraite, je suis allée vivre 2 mois à Paris. C'était un projet que j'avais depuis très, très, très longtemps. Et de le faire aussi lentement, en slow travel, qu'on appelle, pour savourer chaque moment de mon 2 mois, de mon 60 jours. Donc, nous avons dans ce livre un récit de voyage de tes 60 jours à Paris. Oui, mais on a en plus un petit élément pour une nouvelle tendance, une nouvelle façon de voyager. Oui, ce livre incite beaucoup à profiter du moment présent, à savourer chaque chose qu'on voit et, comme je dis souvent, aussi à questionner chaque chose qu'on voit. C'est un livre qu'on prend le temps de lire dans les parcs, d'aller dans les marchés publics, de rencontrer les gens, de s'asseoir à des terrasses, tout en regardant aussi l'histoire de la France que j'aime beaucoup, alors les musées. Donc, on a un dépaysement, mais on a aussi une façon de profiter davantage de son temps lorsqu'on est en voyage, c'est ça? Beaucoup plus, parce qu'on est réceptive à tout ce qu'on va voir. À chaque coin de rue, on décide où qu'on va aller et on a des découvertes extraordinaire à chaque coin de rue. Parce que ça laisse de la place à de la spontanéité, à l'interaction avec les gens. Oui, et aucune déception, parce qu'on a l'ouverture aussi. On veut voir des choses différentes. Alors, donc, la curiosité est ouverte au maximum. Au maximum. C'est bien. À quel moment avez-vous décidé de faire une expérience comme celle-là? Ça faisait longtemps, parce que j'étais déjà allée à Paris quelques fois. Juste une semaine ou 2 semaines. Et ma soif de Paris, là, je me disais, quand j'aurai du temps, je vais y aller pour plus longtemps pour savourer justement la culture, l'histoire, les gens, tout. Et je fais beaucoup de photos. Donc, mon livre, c'est toutes mes photographies aussi que j'ai pris. J'en avais pris 1000, donc il n'y en a pas 1000 là-dedans, là, mais il y en a quelques-unes. Donc, on pourrait avoir peut-être un jour la possibilité de regarder l'ensemble de l'album photo de Gisèle Prévost. Peut-être. Dans le cercle des intimes, oui, surtout, dire. Surtout, oui. Mais une question que les gens se posent sûrement, c'est prendre un congé de 60 jours, partir en voyage 60 jours, c'est quand même pas quelque chose de facile à réaliser. Comment peut-on, dans la vie très rapide d'aujourd'hui, arriver à dire un jour, là, je m'arrête et je choisis de faire une telle expérience? Mais je pense qu'il y a des périodes où c'est très accessible, surtout quand on prend une retraite puis on est encore à l'âge, on peut être à l'âge jusqu'à 90 ans, là, de le faire, de prendre un 60 jours puis dire, bon, je vais aller vivre à quelque part, puis le faire lentement, ce que j'ai jamais fait dans ma vie. Ou il y a aussi les plus jeunes, mais qui prennent souvent une année sabbatique. De plus en plus, ça existe maintenant,
qui se prennent une année puis ils partent en voyage, en slow travel. OK. Et il y a nos jeunes aussi qui sortent de l'université puis qui veulent aller approfondir leurs connaissances. Ils peuvent partir sac à dos. Oui, sac à dos. Donc, ça peut s'intégrer finalement, à c'est tout âge. beaucoup de personnes qui le font, seuls ou en couple. C'est très facile à... Et quel est l'avantage organiser. de voyager en slow travel versus voyager comme tout le monde, là, prendre 2 semaines? Je dirais, quelle est l'expérience à valeur ajoutée que cette façon de voyager propose? Mais je pense que c'est pour se connaître davantage, puis pour une fois, probablement dans notre vie, de penser à nous en premier, de faire ce qu'on veut à la minute qu'on veut, et devant une découverte, rester là et la questionner, et la regarder, s'en imprégner. Chaque matin, c'est une décision qu'on prend de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, c'est quoi ma journée aujourd'hui. Et comme j'aime beaucoup lire, bien c'est d'aller s'asseoir 4 heures dans un parc puis lire tout un livre complet avant de repartir du parc. Donc, on découvre votre passion pour la lecture, pour l'histoire. Les arts, pour les arts, la culture en général. Oui. On a le temps d'apprécier également votre plume magnifique parce que vous nous livrez quelques extraits poétiques. Oui, c'est toutes mes émotions, c'est mes coups de cœur. Et en même temps, je donne quelques références aussi d'auteurs que j'aime beaucoup, qui m'ont inspirée. Donc, je me suis permis de leur mettre des petites citations de ces auteurs-là comme référence. Oh, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui vont vous envier et qui vont se demander, comme je l'ai fait aussi, est-ce que c'est abordable de voyager en slow travel ou ça coûte, ou ce n'est réservé qu'aux gens qui ont ou beaucoup de moyens financiers ou très peu parce qu'on peut le faire en sac à dos. Si on voulait le faire de façon confortable, pour une personne qui veut prendre sa retraite, par exemple, on sait qu'on ne va pas voyager nécessairement sac à dos, on veut un certain confort. Est-ce que c'est abordable? Oui. Moi, j'avais un beau petit studio dans le 3e, près de tout, là, à pied. Mais en ayant un studio, on peut facilement faire notre propre nourriture aussi en allant dans les marchés publics. On prend pas d'auto, on marche Paris ou on y va en métro, alors il n'y a pas de transport non plus. C'est très, très abordable parce que mon 2 mois en slow travel, moi, m'a coûté le même prix qu'un 3 semaines en voyage organisé. Ah, c'est extraordinaire. Alors, on va souhaiter à tous ceux que cette entrevue va interpeller, à tous ceux qui rêvent de voyager autrement aussi. Oui. On va les inviter à se procurer votre livre pour avoir plein de petits secrets, j'imagine. Oui, il y a beaucoup de petits secrets pour ceux qui vont le lire, justement, oui. Puis la manière de l'organiser, comment s'y préparer d'avance aussi pour pouvoir arriver à l'endroit que vous choisirez en pleine forme pour pouvoir savourer. Donc, oui, il y a beaucoup de petits trucs à l'intérieur. Et mes petits coups de cœur, comme tu disais, qui parfois sont un petit peu poétiques aussi. Oui. Alors, pour les gens qui voudraient avoir ou se procurer ce livre, ils peuvent se rendre, évidemment, dans toutes les librairies du Québec où il est disponible. Mais il y a peut-être un petit service personnalisé que vous pouvez proposer aujourd'hui. Certain, parce que je sais qu'à date, plusieurs la jettent pour l'offrir en cadeau à des gens qu'ils aiment, qui partent en voyage, qui partent à Paris. C'est un récit de voyage, un peu un guide aussi de voyage. Donc, je peux faire des dédicaces personnelles pour ces personnes qu'ils aiment. Vous pouvez m'appeler au numéro 450-441-4078 pour une dédicace personnelle. Sinon, dans toutes les bonnes librairies et aux éditions Veritas Québec. Merci beaucoup, Gisèle. Merci à toi, Marie. Ça nous donne l'occasion de penser que 2012 pourrait permettre à plein de gens de réaliser ce genre de rêve. Je le souhaite à beaucoup de monde, oui. Maintenant, nous allons rencontrer une personne pour qui, évidemment, les livres, la littérature n'ont pas de secret. Non. Alors, je rencontre avec plaisir Mme Louise Poulain, qui est à la fois auteure et aussi libraire. Oui. Votre approche de la littérature a d'abord commencé par le métier de libraire que vous avez apprivoisé, pour ensuite venir au métier d'auteur. Oui, enfin, l'écriture me vient des lectures que j'ai faites, évidemment, depuis tout jeune, parce que mon père était libraire. Alors, on a grandi dans la soupe des livres. Et puis, tranquillement, oui, j'ai désiré partager mes émotions en écrivant des romans.
en parlant de tout ce qui me tient à cœur, la vie après la vie. Alors, à travers des histoires parfois réelles comme Le Chant des Merles ou tout à fait fictives, j'ai voulu transmettre le quotidien, mais aussi le parallèle de la vie invisible qui fait partie de l'existence. Bon, beaucoup de gens le croient, puis moi, j'en suis persuadée. Là. Alors, le tout premier que vous avez publié, voulez-vous nous le présenter? Oui. Alors, le premier roman qui est paru il y a 4 ans, c'est Le clin d'œil à la porte du paradis, pour lequel j'ai eu un mot de M. Gilles Vigneault. Qui l'a lu et qui l'a beaucoup aimé en me disant que lui-même avait vécu un petit événement par rapport à l'au-delà. Alors, ce roman-là, il a un petit côté humoristique, mais qui nous parle de la vie après la vie. Merveilleux. À se procurer. Alors, votre deuxième ouvrage? Le deuxième ouvrage, c'est Le Chant des Merles. Alors, celui-là, je me suis basée sur... Quel beau livre. Oui, c'est vrai qu'il est très beau. Oui. Sur les événements réels de la guerre du Kosovo, que j'ai beaucoup suivi, ayant un beau-frère qui était médecin pour l'ambassade du Canada, qui est allé là-bas. Alors, je me suis inspirée de ça pour parler de la résilience, de la force humaine des gens pour passer à travers des événements très difficiles. Alors, c'est une mère et son fils qui vont rencontrer l'amitié puis qui vont puiser dans leur force intérieure pour réussir à refaire leur vie. Alors ça, c'est le second roman. Très belle métaphore de valeurs qui sont très importantes aujourd'hui à communiquer et à transmettre. Et puis mon petit dernier, qui a à peine 1 mois et demi, qui est Le Messager du Grand Fleuve. Alors là, je me suis inspirée des œuvres d'une artiste de mandala qui s'appelle Blanche Paquette et que j'ai connue par l'entremise de sa sœur, qui était une représentante chez nous. Alors, elle fait des œuvres magnifiques. Alors, j'ai mis en scène un personnage qui est une artiste peintre qui va aller s'installer au bord du fleuve Saint-Laurent, Sainte-Luce-sur-Mer, mais qui un jour, après un événement particulier, va créer une œuvre magistrale qui va changer le cours de la vie des gens. Alors, ce qu'on me dit de mon écriture, c'est que quand on me lit, on entre vraiment dans les émotions, dans les lieux, dans les odeurs. Paraît-il, je le dis pas moi, que quand on commence à le lire, on peut pas s'arrêter. Alors, j'ai aucun doute que votre style d'écriture et votre passion pour des sujets qui nous amènent à regarder les événements autrement, oui, exact. Au premier degré, exact. À entrer dans l'introspection davantage. Oui, absolument. Ça va sûrement être des suggestions cadeaux qui peuvent plaire à des personnes qui... Souvent, on dit des personnes ont tout lu. Non. Il y a des lectures particulières qui sont faites par des gens ou des auteurs qui ont des soucis particuliers. Alors, peut-être que l'année dernière, quelqu'un a offert un Marie Laberge sous le sapin de Noël à une amie ou à une tante ou à un membre de la famille. Mais peut-être que cette année, on pourrait offrir un Louise Poulain. Oui, ça serait une très, très bonne idée. Alors, on le recommande aux gens parce que, évidemment, il faut aussi, dans le domaine de la littérature, sortir un peu des sentiers battus. Et dans ce sens, tout livre comporte un message. Oui, tout à fait. Vous en êtes témoin, vous qui conseillez souvent les gens à titre de libraire? Oui, les gens nous demandent des choses pour tous les sujets. Là. Ils ont des peines, ils veulent rire, ils ont besoin de se changer les idées. Alors oui, il y a des sujets pour chaque personne. Il y a des livres pour tout le monde, hommes, femmes, enfants, ados. Il y a vraiment une variété immense de livres maintenant dans les librairies. Le marché est inondé un peu, ce qui fait que c'est un peu difficile des fois pour les auteurs de percer. Surtout quand on n'est pas Marie Laberge. Mais oui, il y a vraiment des styles d'écriture qui peuvent plaire à tout le monde. On parlait beaucoup cette semaine dans l'actualité du rôle du libraire, justement. Le libraire ajoute une valeur importante dans son regard de l'ensemble du paysage littéraire. Et en ce sens, ça peut devenir vraiment une personne très importante pour conseiller, pour guider. Bien, nous, on parle pour notre paroisse, comme on dit, c'est sûr, là. Mais les gens ont besoin d'être guidés puis d'être conseillés. C'est sûr qu'on n'est pas des psychologues, on n'est pas des diététistes, mais les gens ont besoin quand même d'être guidés. Puis le libraire, ayant l'œil sur à peu près tout ce qui se fait, les commentaires des gens, est à même de suggérer beaucoup de choses qui peuvent aider les gens dans toutes sortes de domaines, là, vraiment. Et non seulement
dans les livres très, très récents, il y a parfois dans les collections qui ont peut-être des années, là, sans que la poussière soit retombée dessus. Parce qu'effectivement, il y a certains livres qui sont des belles rencontres, même s'ils ont été publiés il y a 40, 50 ans, 30 ans, 10 ans. La rencontre avec un livre et un lecteur peut se faire à n'importe quel moment. Oui, je pense que ça se démode pas, un livre, parce qu'il y a toujours une personne qui va aller trouver quelque chose qui va lui faire du bien ou qui va l'amener ailleurs à travers un livre qui a été écrit soit récemment ou il y a très, très longtemps. Là, ça vient rejoindre toujours quelqu'un parce qu'on l'être humain, il y a tellement de genres différents d'êtres humains que on n'a pas tous les mêmes besoins. Hein? Alors oui, à travers les livres anciens ou nouveaux, moi je suis persuadée, un livre ça se démode pas. Ça se démode pas. Puis sur le marché actuellement, on a l'impression que les livres se démodent parce qu'on en parle, ça dure un mois, et puis après ça, une fois que oui, mais c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Et puis non, il faut vraiment fouiller dans les librairies. Venez bouquiner, ça vaut la peine. Puis c'est pas sur Internet qu'on peut vraiment bouquiner. Il faut bouquiner dans les librairies. C'est bien, parce qu'on a l'occasion de toucher les livres, de voir les produits. Vous nous avez apporté aujourd'hui quelques suggestions qui pourraient répondre à des besoins qui figurent parmi les nouveautés. J'aimerais que vous nous en parliez un peu des suggestions que vous pouvez proposer. D'accord. Bien, j'ai pris quelques livres pour un peu tous les âges. Là. Il y en avait des centaines, évidemment, là, mais bon, pour des recettes, pas pour faire concurrence à ou des gens qui aiment voyager. Ou des gens qui aiment voyager. C'est un livre qui est publié chez Ulysse, À table avec les grands explorateurs. Alors, ce sont des gens, justement, qui ont fait le tour du monde et puis qui sont allés visiter les mœurs et la culture et les recettes des différents coins du monde. Alors, c'est illustré, c'est plein de belles photos, puis c'est plein de belles recettes à découvrir de toutes sortes de pays. Donc, on peut penser à des repas, par exemple, multiculturels, où on peut emprunter des recettes d'un pays et de l'autre et s'en faire en même temps une dégustation presque du voyage. Oui, parce qu'on parle des pays et des recettes et des coutumes des gens. Alors ça, je pense que c'est une bonne suggestion. On la retient, celle-là. Pour ceux qui ne sont pas déjà des fidèles des grands explorateurs, on le retrouve donc dans les librairies. Oui, oui. Alors, un très, très bon roman que je viens juste de finir, même si c'est pas le mien, je l'ai trouvé excellent. Alors, ça s'appelle Room. C'est l'histoire d'un tout petit garçon de 5 ans, puis c'est lui qui parle tout au long du roman, qui vit depuis sa naissance dans un seul lieu. Il connaît rien d'autre. Et puis, il nous donne sa vision du monde, et je vous donnerai pas, évidemment, le pourquoi il est dans ce lieu-là, mais il va nous parler à travers ses 5 ans de l'amour, de sa relation avec sa mère, de ce qu'est le monde pour lui. Et on découvre à travers des événements très difficiles une sagesse incroyable dans les mots et les pensées de cet enfant de 5 ans. Je le suggère fortement. Donc, il s'adresse aux adultes. Oui. Mais on entre dans l'univers d'un enfant. D'un enfant. On entre dans l'univers de l'amour entre parents et enfants et la réflexion sur les choses importantes dans la vie à travers les yeux de cet enfant-là. Alors, c'est un très, très bon roman. Et on le retient aussi de Emma Donoghue. Oui. Chez Stock. Chez Stock. Bien, notre petit Yvon Deschamps, le petit livre bleu que Yvon Deschamps... Vous l'offririez à qui, vous, le petit livre bleu? Femme, ça revisite ses textes, son humour, ses grands rires. C'est le petit livre bleu tout petit qui se glisse dans un bas de Noël. C'est vraiment un bel ouvrage pour nous faire sourire dans le temps des fêtes. Tout à fait, très approprié. Hein? Maintenant... Et ça va faire rire tout le monde. Oui. En même temps, nous rappeler qui n'aime pas Yvon Deschamps? C'est vrai, tout à fait. Pour les 6 à 8 ans. Oh, bonne idée, ça. Un beau petit roman, 2 tomes de sortie, Billy Stewart, chez Michel Quintin, qui vient nous rappeler les livres de Geronimo Stilton que tous les enfants aiment. Mais on a déjà de la part de nos petits lecteurs une note comme quoi ça sera encore meilleur. Alors, illustré avec de l'humour, des petites questions qui les éveillent vraiment à toutes sortes de choses. Alors, une belle petite nouvelle série chez Michel Quintin. Excellent.
Excellente suggestion. Maintenant, on fait circuler les autres suggestions. Un très beau petit livre avec une couverture rigide, un roman policier suédois de la même série chez Actes Sud qui a publié Millennium. Il nous offre un petit roman policier qui s'appelle Cyanure et qui se passe juste avant Noël. Alors, un grand-père qui unit sa famille pour un repas où il va annoncer quelque chose de très, très spécial, mais il n'y aura pas le temps. Il va mourir empoisonné au cyanure. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être au lecteur de le découvrir. Mais encore là, un beau livre, une belle facture différente qui est offerte là dans la série noire d'Actes Sud. Très chic, qui s'adresse à tous les amateurs, j'imagine. De policiers. De romans policiers, oui, tout à fait. polars. Exact. Où on va pouvoir suivre une enquête palpitante, sans aucun doute. Tout à fait. Alors maintenant, on a de Caroline Allard, Les Chroniques d'une mère indigne, mais cette fois-là en BD. Elle avait sorti 2 petits volumes de ses blogs qui ont fait rire bien des mamans. Et puis cette année, elle nous a sorti ça sous forme de bande dessinée. Alors, c'est pour les mères débordées, enfants, bébés, travail, boulot, etc. Puis peut-être pas beaucoup de dodo au bout de tout ça. Très peu de dodo. Alors, la bande dessinée cette année de notre amie Caroline Allard. Et le dernier que vous nous proposez, un très beau livre. Très, très, très beau livre de Noël chez Gallimard. C'est le 4e de cette série-là. Ils en ont fait un pour les garçons, les filles et les tout-petits. Alors, cette année, ils font les 25 plus belles histoires de Noël. Puis, ce qui est particulier dans cette série de livres, c'est que c'est différents auteurs et différents illustrateurs, ce qui fait qu'on a des histoires qui sont toutes différentes les unes des autres. Ce livre-là va plaire même aux adultes, là, parce qu'il y a des chansons de notre enfance dans ça. C'est un ouvrage qu'on pourrait situer dans les classiques à offrir à Noël. Oui, parce que c'est tellement différent d'une page à l'autre qu'il y en a pour tous les goûts. On va devoir conclure sur ce, Louise, et inviter les gens à se rendre en librairie pour avoir les services à se personnaliser de leurs conseillers, conseillères pour faire leur choix de livres cadeau de Noël. Particulièrement dans les librairies Carcajou, de Duvernay sur le boulevard de la Concorde et à Rosemère, où je travaille toujours. Et je peux dédicacer mes livres aussi, si des gens sont intéressés. Ça me fait toujours un grand plaisir. Merci beaucoup, Louise, pour votre participation aujourd'hui. Et on espère que les gens vont prendre le souci de choisir un livre pour chaque personne qui sont importantes à leurs yeux. Je conclus cette émission brièvement en vous souhaitant à tous une très joyeuse période des fêtes et à chacun et chacune que l'esprit de Noël soit avec vous toute l'année. Merci, mesdames. Merci. Joyeux temps des fêtes à chacun. Joyeux temps des fêtes, merci.